Allez, et ben encore une fois sur le Cotique, encore une fois à partir un petit peu en navigation. Mais cette fois-ci, on va pas juste autour de l'île, on va aller direction de l'Est. On part en direction des Malouines, des Falklands. Ça dépend si on parle l'anglais ou si on parle espagnol. Bon, donc voilà, on est reparti. Donc là, on vient de finir tout ce qui est papier, etc. Puisqu'à chaque fois qu'on sort des eaux territoriales chiliennes, eh bien, on doit faire des papiers de sortie du territoire. Et puis douane, etc. Donc il y a tout un tas de procédures à faire. On quitte juste à l'instant Puerto Williams. Et on part pour un mois et demi, presque 2 mois de navigation. Donc on devrait faire différentes petites choses. Ce soir, pour l'instant, on va rester dormir dans les eaux chiliennes. Mais ensuite, on devrait faire l'île des États et puis après donc les Malouines Falklands. Donc voilà, ça fait du bien, encore un petit tour de navigation. Alors j'ai un petit peu la voix complètement cassée parce qu'il y a une semaine avec Igor, donc avec le Cotique, on a fait un sauvetage en mer. Mais ça je vous en parlerai quand je serai à l'intérieur. Il n'y aura pas de vent et ce sera un peu plus tranquille. À tout à l'heure. On a actuellement le capitaine à la barre, aux commandes. Donc là on prend des... à chaque fois comme ça, il y a des petites choses à suivre. On va passer le Paso McKinley qui est entre le Chili et l'Argentine, qui est un passage assez étroit. En plus en ce moment on a pas mal de bateaux de croisière qui passent. Et puis là justement, donc il y a un bateau de croisière qui est dedans, qui est passé justement là, il y a quelques jours, pendant qu'on était en train de remorquer un autre voilier. Et donc il y a une petite discussion, enfin ils discutent de ça au niveau de la radio, puisque quand on est passé avec le voilier, donc c'est un voilier qu'on est allé chercher à l'est de l'île, entre l'île Lennox et Nueva, entre les îles Lennox et Nueva, donc un voilier qui revenait de l'Antarctique avec des soucis de grand voile, de moteur, de générateur et de direction. Donc on est allé les chercher là-bas, on les avait en remorque, on les a remorqués pendant un gros bout de temps. Conditions de mer, on va pas dire très mauvaises, mais enfin pas très calme quand même. Et puis on les avait en remorque, on a l'amarre s'est rompue au niveau justement du Paso McKinley, donc où c'est le plus étroit, en revenant en direction du Ushuaia. Et puis au moment où en plus il y avait un gros bateau de croisière qui faisait 11 étages qui passait à ce moment-là, et que nous on faisait des tours autour de l'autre bateau pour essayer de le récupérer. Donc bon voilà, c'est un petit peu le bazar quand même. Donc ils sont en train de discuter de ça à la radio. Voilà, sinon le Cotique, hein, c'est toujours le même. On a le carré principal, on a un de nos invités brésiliens ici, et puis voilà, la cuisine, notre couloir, ma chambre, ça va être quand même la même, la première, et puis voilà quoi.
Voilà, une petite colonie de lions de mer sur cet îlot minuscule ici. Alors ben, vous avez de la chance parce que vous n'avez pas l'odeur. Parce que c'est assez puissant quand même, du caca de lion de mer. On les voit bien, on les entend bien, on les sent bien. Là, on est sur la partie est de l'île, un petit peu. On est juste au bout de la route. La route sur Navarino, elle fait juste est-ouest. Et là, donc, on est sur la pointe est de la route. On n'est pas tout à fait au bout de l'île. On est à, pas de la route, c'est environ 25 km de la ville. Et de l'autre côté, quand on va vers l'ouest, quand on va vers Puerto Navarino, la route c'est presque 60 km. Voilà, des oiseaux et puis des mammifères marins qui sont pas très bons. Tu n'as pas à se laver tous les matins les mammifères marins. Alors, petite pause pour ce soir dans cette petite baie ici protégée. Et puis on va en profiter pour faire de l'eau. Donc là on a une toute petite cascade, vraiment toute petite. Un tuyau, donc un entonnoir en fait en haut. Hop, un tuyau ici et puis jusqu'au réservoir d'eau. Et puis donc on va remplir le bateau comme ça. Ça va prendre un petit peu de temps, mais bon, là pour l'instant le bateau il n'est pas vide d'eau, mais on va en profiter d'avoir de l'eau ici direct de la montagne pour le remplir. Voilà. Je vous avais fait un coup une petite vidéo directement à Puerto Williams où on avait des attaques d'orques sur des baleines. Là on est un petit peu, donc toujours un petit peu plus à l'est, donc au bout de la route à Eugenia. Et puis ici aussi il y avait eu des attaques d'orques sur des baleines. Là on est sur un petit bout de plage et puis on a des fanons, des morceaux de fanons un petit peu partout. Et là on a notre cadavre, enfin notre ossement de baleine qui se trouve ici. Regardez la taille que ça fait quand même par rapport à mes compatriotes. Bon, il n'y a plus rien à manger dessus, hein. Relie ici les vertèbres. Après on a, quand ils sont plus nettoyés, on a les disques intervertébraux comme ça où il n'y a plus de tissu dessus. Donc elle n'est pas complètement nettoyée encore. Là, je crois que ça fait 2 ans, ou peut-être ça doit faire au moins 2 ans, je crois qu'elle est là, je me rappelle. Voilà, on a le crâne qui est encore entier, c'est même assez gros. On est passé de l'autre côté du petit îlot et ici on en a 3, donc une ici, une là et une dans l'autre sens. Donc tout ça à la même époque. Au même moment, les orques ils étaient venus chasser tout ça. Il fait pas très beau aujourd'hui. Petit matin. On est toujours sur la partie est de l'île, pas loin du bout de la route est de Navarino. Et puis moi, bon, il y en a encore quand même quelques-uns qui dorment un peu à bord du bateau qui est derrière moi. Et puis moi je vais faire des courses, je vais chercher de la nourriture, chercher de la viande. Et puis voilà quoi. Aujourd'hui il fait beau, hier c'était quand même pas terrible, on a eu une bonne petite tempête de neige, oui, je sais, pour nous c'est toujours l'été, mais cette année il faut dire que c'est pas des conditions qui sont très tropicales, on va dire. Voilà, donc moi petite balade, là j'ai
notre ami Perna, donc un Brésilien qui est à bord, un des deux Brésiliens qui sont à bord, qui m'a servi de taxi. Donc il m'a amené à la plage, lui il repart là-bas, comme ça tout le monde pourra prendre son temps de se lever, de petit déjeuner. On a un filet qui doit être juste là. Donc ils adorent le poisson, moi j'aime pas, c'est pas grave. On a un filet qui est posé. Hier, ils ont chopé 2 beaux saumons. Ce matin, Perna, il est allé voir un petit peu le filet et il y avait 2 robalos. Je ne sais plus ce que c'est les robalos. Ça ressemble un peu à des bars, je crois. Je suis pas très poisson, moi. Et puis voilà, donc moi je vais aller chercher de la viande. Bon, si vous voulez voir la viande, il faudra aller sur El Chaufferal. Je suis maintenant passé de l'autre côté de la petite péninsule. Les bois ici, c'est vraiment le bordel. C'est assez calme quand même ce matin. Et de l'autre côté, j'entendais des sons de vaches, a priori. Et en fait, mes sons de vaches, c'est pas du tout des sons de vaches. Là, je suis arrivé donc du côté ouest de cette péninsule. Ici, on a du vent qui vient de l'ouest. Et en fait, là-bas, derrière cette petite partie-là, on a un petit îlot et où c'est plein de phoques. Et en fait, c'est les phoques que j'entends. Donc une fois de ce côté-là, pas filtré par le bois, j'entends bien que c'est des phoques. Il y en a qui vont dire, ah bah oui, c'est quoi ça, le mec il confond des bruits de phoques avec des bruits de vaches. Il y a un petit moustique qui m'embête. Bah oui, quand c'est filtré à travers le bois et puis que ça vient de environ 2 km, oui, un son de phoque peut paraître un son de vache. Bon, donc là je suis arrivé dans une petite anse assez tranquille et malheureusement, regardez, là c'est plein de poubelles. Donc là c'est une petite anse ouverte à l'ouest. Ici le mauvais temps c'est de l'ouest que ça vient, le vent et la mer viennent de l'ouest. Et puis quand on a des petites baies comme ça qui sont ouvertes, et toutes les poubelles viennent s'échouer ici. Alors malheureusement il y a énormément, on va dire la plus grosse majorité de ces poubelles qui viennent des pêcheurs, des bateaux de pêche. Les pêches à la Centolla ici. Et puis déjà que les pêcheurs de l'île, on va pas dire qu'ils sont très comment on dit, environnementaux, non, enfin soucieux vraiment de l'environnement. Alors bon, ils vivent ici pourtant, et puis la pêche c'est leur métier, c'est leur gagne-pain. Mais déjà eux ils sont pas très, voilà, ils ont tendance à balancer des trucs par-dessus bord. Bon, il y a aussi beaucoup de choses qui perdent, comme des lignes pour amarrer les pièges, etc. Mais on a aussi pas mal de gens qui viennent de plus loin, donc qui viennent directement du continent pour pêcher à Centolla. La Centolla ici c'est la source d'argent du coin, donc le gros crabe, une grosse araignée en fait, araignée de mer. Et puis ceux qui viennent de l'extérieur, en fait ils s'en foutent complètement, donc ils balancent leur truc ici et puis ils reviendront que la saison prochaine pour faire quelques mois de pêche, puis en fait ils en ont absolument rien à foutre. Donc là, la plupart du temps, si on regarde, on a des sacs qui sont où ils gardent de la viande dedans, on a du bout, on a les plastiques, les espèces de petites bâches plastiques bleues dont ils se servent à bord. Et puis voilà quoi, seul problème c'est que nous après on peut pas, c'est absolument infaisable de nettoyer tout ça. De temps en temps avec le Cotic on fait des petits coups de nettoyage sur quelques plages, puis on revient avec des bateaux, avec un bateau absolument chargé de poubelles.
mais on pourrait faire ça à longueur de temps, 24 heures par jour sur toute l'année, et puis on n'aurait encore pas fini de tout nettoyer. Donc voilà, bon allez, moi je vais continuer mon petit tour, je vais continuer à chercher mes vaches, et surtout les veaux. Il est méchant le chauve, il tue les petites bêtes. Bah oui, bah c'est ça aussi, on a besoin de bouffer. Allez. Alors comme on avait vu un petit peu plus loin, un peu avant pour vous, dans la vidéo, dans le lieu qu'on appelle Tres Mares, les trois mers, ben là, dans ce petit anse là, ça aussi, voilà, c'est un crâne de baleine. Donc on a les ossements qui sont juste à côté, on a les vertèbres, on a une vertèbre qui est juste ici, voilà, un bout de vertèbre. Bon, toujours pas de vaches, par contre c'est super agréable, c'est super tranquille. On entend tous les oiseaux, je suis en train de me rapprocher du banc de phoques. J'essaierai de vous les faire écouter un peu plus loin. Et ici, là, on a plein de perruches ce matin. Oui, bah oui, il fait pas très chaud ici. Regardez, ça a neigé cette nuit. Si vous regardez sur le haut de la montagne, voilà, c'est tout enneigé. Hein, au niveau de la limite de végétation, c'est plein de neige. Donc 600 mètres ici, la limite de végétation à peu près. Mais on a plein de perruches. Les perruches sont normales ici. Et ça surprend un petit peu au début hein, d'avoir... ce matin, il doit faire grosso modo 5 degrés en été. Mais on a plein de perruches. Puis c'est super reconnaissable comme cri de la perruche. Regardez, les arbres sont superbes, très grands. La forêt du sud du monde. Alors sur ce coin de l'île, il est super propice à un arbre qui s'appelle le cannello. Là il y en a un petit ici, un bel exemplaire. Le cannello, son nom scientifique c'est Dremis winteri. Là on a les fleurs, voilà, fleurs de cannello. On a des bourgeons ici de fleurs. Et ici en vert, on a une graine, un petit paquet de graines aussi ici. Et en fait, donc je consomme le cannello. Je vais consommer les fruits, donc les baies, que je vais faire sécher et ensuite utiliser entière en ragoût ou moudre. À l'intérieur de la baie, c'est plein de petits grains et la saveur est super piquante. Donc je l'utilise un peu comme du poivre en fait, si vous voulez. J'utilise aussi les feuilles en cuisine pour remplacer en fait du laurier. J'utilise beaucoup ça en ragoût et j'utilise aussi l'écorce. Donc j'en profite quand je trouve un morceau de cannello qui a été cassé par des vaches par exemple. Et puis à ce moment-là, je l'écorce pour récupérer l'écorce. L'écorce est très riche en vitamine C. Et elle a beaucoup aidé les premiers navigateurs qui venaient ici, qui avaient des carences en vitamine C à la suite de leur voyage. Et ils ont fait donc des infusions à base d'écorce de cannello très riches en vitamine C, donc pour combattre le scorbut. On a ici aussi cet arbuste-là qui s'appelle le Michai, c'est Berberis ilicifolia, donc à feuille de houx, puisque si on regarde la feuille, ça ressemble vraiment à du houx. Et donc ça, on a aussi des baies là-dessus qui se consomment. Je crois que j'en ai vu sur l'autre, voilà, ici. On a les baies, alors là, elles sont pas mûres. Quand elles seront mûres, elles vont tourner pourpre. Donc ça, c'est des baies qui sont consommables. Berberis, donc ilicifolia. Et puis si on regarde ici, en fait, juste à côté, j'ai un arbuste qui ressemble pas du tout, mais qui est le cousin. C'est Berberis buxifolia, donc à feuilles de buis. Voilà, et ça, c'est le fameux calafate. Le calafate, c'est vraiment connu, c'est célèbre dans toute la Patagonie et il se dit en Patagonie que
quand vous allez dans un endroit et manger du calafaté pour la première fois, et ben vous reviendrez obligatoirement sur ces lieux où il y a du calafaté. Alors on va en profiter, là, hop, juste là, bah, il est parti. Il y avait un petit oiseau qui s'appelle le rayadito. Généralement ils sont pas très farouches et quand il s'accoutume un petit peu à vous, moi quand je passe du temps en campement et que les rayaditos viennent de plus en plus près et au bout d'un moment ils peuvent venir vous picorer directement dans la main. Donc je disais le calafaté, donc super connu, Berberis buxifolia. Donc il a aussi des baies, voilà, ici, donc là il y en a une ici, donc la baie se consomme aussi, quand elle sera mûre, elle sera pourpre. La différence entre le calafaté et le michai, ici, c'est que le michai il fait des groupes de fruits, alors que le calafaté il a toujours un seul fruit. Je m'en sers aussi de ces deux arbres là avant qu'il y ait des fruits. Donc bien sûr je bouffe les fruits quand ils sont mûrs, mais là ce sera dans à peu près un mois. Mais avant que ces fruits ne soient mûrs, je consomme aussi les fleurs. Les fleurs donc sont consommables et puis ça apporte un petit peu de glucides. Quand on n'a pas grand chose à bouffer dans la nature, surtout apporter un peu de glucides, ça fait du bien au corps. On a tendance à avoir une alimentation qui est quand même un peu portée par le glucide, et quand on mange que de la protéine, quand on mange que de la viande, avoir un peu de sucre, c'est bien. J'ai vu aussi un autre, je l'ai perdu, il était plus loin. Allez, moi je continue mon petit tour. Bon, je suis arrivé, bon, je suis déjà assez loin du bateau, donc je vais faire demi-tour, mais je me suis rapproché un petit peu de l'îlot où on a les phoques et je vais essayer de vous laisser écouter un petit peu ça puisqu'on est un petit peu plus proche. Alors, l'îlot il est là-bas quand même. Zoomer. Ah, c'est l'îlot qu'on a vu en mer où on s'est approché. Écoutez. Voilà, donc quand même le son des phoques, je ne sais pas si ça donne beaucoup en vidéo, mais ici on les entend quand même pas trop mal. Bon, maintenant je suis un petit peu décalé du vent puisque là je suis presque au sud de cette île alors que le vent il est de l'ouest vers l'est, et donc en fait comme le bateau il est à l'est, et ben ça passait à travers les petits îlots ici, ça passait à travers la forêt de la péninsule que j'ai traversée, et puis de l'autre côté on aurait dit des sons de vaches. Bon, parce que ici comme je disais c'est aussi plein de vaches, donc c'est ça que je viens chercher. Voilà, maintenant on va laisser ce petit îlot tranquille derrière les montagnes là qu'on voit tout enneigé, absolument magnifique, tout ça de ce côté-là, hop, tout ça là-bas, là, c'est l'Argentine. Moi, je suis ici au Chili toujours. Allez, je retourne vers le bateau. On entend les cormorans aussi qui font le foin un petit peu ce matin. Toujours pour rester dans les plantes du coin, ici on a deux gros exemples. Un c'est ça, donc ça c'est de la groseille, donc c'est de la groseille de Magellan, Ribex magellanicus, donc ça évidemment comestible. Ce problème avec la groseille de Magellan, c'est qu'elle commence à fleurir en fait assez tôt, et puis les fleurs sont assez fragiles au gel. Et très souvent, en fait, les fleurs vont geler, bah oui, même en été,
sur l'arbre avant de donner les fruits. Et deuxième autre problème, c'est que la groseille de Magellan, donc ça donne une groseille comme la groseille rouge dont vous avez l'habitude en France, sauf que la peau est noire, c'est pas du cassis, la peau est noire, un petit peu translucide, elle est tendre, ça va pas faire du tout un fruit amer comme le cassis, mais ça va faire un fruit doux comme la groseille rouge, avec une note un petit peu plus douce en fait, subtile, donc très peu de goût, mais c'est super bon. Et puis, mais les oiseaux adorent. Et puis ici, ça, c'est de la Golterie, donc Permetia. Il y a plusieurs types, Permetia mucronata, Permetia, je ne sais plus le nom de l'autre. Et l'avantage avec ce qu'on appelle le Chaura, donc la Golterie, c'est que ça donne des petites baies. Ici sur cet arbuste-là, j'en ai pas. Mais ça donne tout un tas de petites baies rouges qui ressemblent à des mini-pommes et qui sont aussi comestibles, et ça il y en a presque tout au long de l'année, même en hiver il y en a. Évidemment quand il n'y a pas de soleil, avant saison, les fruits sont comestibles, mais pas, on va dire, pas super bons, ils sont quand même pas mal amers, mais ils sont comestibles quand même, et puis ça apporte quand même pas mal ça apporte des nutriments, du sucre, etc. En train de checker, j'ai entendu un bruit. Donc je disais, ça apporte des nutriments, donc c'est bien pour se nourrir aussi dans la nature, la Golterie. Et là, voilà, il y en a un autre buisson ici. On a les petites fleurs, ça fait des toutes petites clochettes. Elles sont super jolies. Une clochette de Golterie. On est reparti en navigation, donc toujours un petit peu plus loin de l'est de l'île, en direction de Picton, et là on passe à côté d'un îlot et c'est plein de sternes. Nous voilà maintenant en dehors de l'île Navarino. Ici, c'est l'île Picton. Et puis là, ça fait une petite anse, on va avec une petite île ici. Et Igor, il aime bien essayer de passer dans les endroits où ça passe pas forcément. Donc il veut essayer de passer au milieu. Bon, la carte, elle dit pas exactement combien il y a. Elle dit qu'il n'y a pas grand chose. Mais Igor, des fois, ça lui plaît d'essayer de passer. Donc on va vraiment juste au pas, et puis on va voir, il y a quand même du kelp, on voit bien donc les nappes que ça fait, ici un peu sur le côté. Alors évidemment c'est pas l'idéal de passer là-dedans en bateau parce que ça a tendance à se prendre quand même pas mal dans les lisses, et après il faut faire une petite marche arrière pour mâchouiller tout ça et puis libérer les lisses. Mais voilà, il se fait plaisir, il a envie d'essayer de passer, alors il passe. Voilà. Et puis avec la quille relevable, si ça touche, c'est pas catastrophique. Il a l'habitude. Bon manque de bol, voilà, ça passe. Sauf que les pêcheurs, ils ont foutu une corde d'un bord jusqu'à l'autre. Donc on peut pas y aller. Voilà. Juste à la sortie de la passe, ils ont foutu ça. C'est dommage, parce qu'on était bien parti. Donc Igor, il avait relevé la quille. Donc ça permet de passer dans très peu d'eau en fait, dans à peu près 2 mètres, je crois, 2 mètres d'eau. Plus de 2 mètres, quand il relève la quille complètement. Et voilà quoi.
puis on va passer à l'extérieur. Nous avons quitté l'île Navarino. On a poussé la navigation un petit peu plus à l'est. Et là, on est sur Picton. Picton, c'est une petite île qui est au est-nord-est, on va dire, de Navarino. Derrière moi, là-bas, que je fasse un peu le tour. Voilà. Ici, donc on a le contrôle de l'île. Toutes les petites îles ici elles sont sous le contrôle de l'armada chilienne, donc de la marine chilienne. Je vais essayer de me protéger un petit peu du vent quand même. Et donc sur les îles comme ça, il y a un contrôle maritime. Alors comme sur le Cap Horn, eh bien, sur ces îles qui sont un petit peu isolées, il y a une famille qui vit là, donc complètement seule. Ils sont le couple et une fille, je crois. Et puis donc ils sont là tout seuls sur l'île et ils assurent le contrôle maritime. Donc ils sont toute la journée, toute la nuit, 24 heures sur 24 en fait, à communiquer avec tous les bateaux qui passent pour savoir si tout va bien, d'où est-ce qu'ils viennent, où est-ce qu'ils vont, etc. Les familles généralement dans les postes comme ça sont pour 1 an, si je ne me trompe pas, sur ces lieux isolés, et puis ils sont ravitaillés à peu près 1 fois par mois normalement par les navires de la marine. Ici, nous, avant de partir de Puerto Williams, donc de l'île Navarino, donc le capitaine Igor, il est passé voir la marine, puisqu'on doit avoir l'autorisation de l'armée pour venir ici. Et à la base, la marine devait nous donner quelque chose pour le rapporter, puis du coup, ça ne s'est pas fait. Mais quand on part comme ça, quelquefois ça arrive que les voiliers qui viennent là apportent des petites choses aux gens qui sont isolés ici. Donc voilà, donc là ils sont là, tranquilles, donc ils n'ont pas de voisins, à part des castors bien sûr. On est allé sur cette petite rivière, là c'est un bras qui va jusqu'à un lac qui se trouve un petit peu plus loin. Et puis évidemment ce bras de rivière est complètement infesté de castors. Le coin là il est vraiment infesté. Tout est détruit par les castorounets. Peut-être que, je sais pas, quand je vais revenir, peut-être que j'essaierai de venir passer un petit peu de temps ici, essayer de réguler un petit peu ça, parce que là c'est carrément catastrophique. Sur l'île ici, il y a eu des fermes, au moins une ferme, il y a pas mal de temps. Et puis maintenant, comme je disais, c'est occupé simplement par une famille de l'armée. Ici, ils quittent pas leur baraque. Hein. De toute façon, c'est l'homme qui est à la marine. Lui, il doit s'occuper de la radio 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant son année de service ici. Donc, ils n'ont pas vraiment le loisir d'aller se balader un petit peu. Et puis, je suis pas sûr qu'il y ait du chien sauvage sur l'île. À part ça, de toute façon, dans le coin, on n'a pas de prédateurs. Et à part ça, sur l'île, il reste quand même des vaches et des cochons. On en a découvert un petit peu plus loin, qui ont été abandonnés par la ferme qui était là, certainement, ou des bêtes qui se sont échappées quand la ferme était en activité. Et ça aussi, effectivement, ça change un petit peu le décor de l'île. Donc là, on va rester encore ici ce matin et on va partir cet après-midi en navigation, donc en direction des Malouines. On fera une pause en cours de route, mais
mais les conditions météo, elles sont pas géniales, hein, même si on est toujours en été. Ici, oui, vous, c'est l'hiver, nous, c'est l'été. Et hier, moi, je suis resté un petit peu là pour m'occuper de viande qu'on a prélevée ici. Et les collègues, ils sont partis faire un petit tour sur un petit mont qu'il y a ici sur l'île. Moi, j'ai eu de l'eau ici, de la pluie, et eux, à peine 300 mètres d'altitude, ils ont eu de la grêle et des petits flocons. Oui, c'est comme ça, hein, on est au bout du monde, les conditions météo, elles sont un peu bizarres. Mais donc, on a un été qui est assez spécial quand même, faut l'avouer. Et puis on a quand même encore un petit peu de vent, donc on va partir, je crois qu'on part pour une navigation de entre 20 et 24 heures de nav non-stop pour aller à notre prochain point de chute, un petit peu plus loin. Donc moi, je vais mettre à préparer de la viande, j'ai de la viande à faire. Et puis ensuite on va se mettre en route tranquillement, on va préparer le bateau, ranger un petit peu tout ce qui va pouvoir bouger en mer, etc.